Madame, Madame la Présidente du Grand Conseil, Monsieur le député au Conseil des États, Monsieur le Vice-président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Monsieur le conseiller administratif de la commune de Prony-Chambésy, Madame la professeure, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, chers membres du rectorat, chers doyens et doyennes présentes ce soir à cette leçon inaugurale du semestre d'automne. Quel immense plaisir de retrouver toujours aussi nombreux à chaque leçon d'ouverture de ces semestres. Tout à l'heure, le doyen Pascal Charini de la faculté des SDS me demandait « Y aura-t-il du monde ?» Je dis, pour l'instant, on a toujours eu beaucoup de public, et ça se confirme encore ce soir. Merci infiniment de votre présence, elle est extrêmement importante pour notre université. C'est une marque véritablement de reconnaissance que nous reconnaissons comme telle, et merci infiniment d'être là. Un semestre qui s'ouvre, vous le savez, avec une nouvelle arrivée durant la torpeur estivale. L'Université de Genève se classe 49e au classement de Shanghai. Certes, c'est un classement. Certes, ce n'est pas un objectif en soi pour le rectorat de l'Université de Genève, ni pour l'université dans son ensemble, mais c'est simplement la marque de la qualité du travail de nos enseignants-enseignantes, du travail de nos chercheuses et chercheurs, un travail qui ne serait pas possible aussi avec la collaboration de l'ensemble des membres du personnel administratif et technique que j'aimerais aussi ici saluer. Je tiens à les en remercier très chaleureusement. Nous pouvons être fiers de notre université, vous pouvez être fiers de votre université. Et j'aimerais dire simplement, si ce 49e rang au classement de Shanghai a une valeur finalement assez relative, il est extrêmement important pour nos étudiantes et étudiants, puisque pour eux, c'est simplement la possibilité de sortir, de partir de notre université avec un diplôme qui sera labellisé d'une des meilleures universités au monde. Et ça, c'est évidemment aussi une forme de reconnaissance pour l'enseignement qui est donné dans cette université. C'est aussi une capacité pour nous, évidemment, de continuer à attirer à Genève des chercheuses et chercheurs qui viennent du monde entier. Vous savez que c'est devenu un peu plus difficile compte tenu de la position particulière de la Suisse face à l'Union européenne. Certes, le fait de ne pas être associé au programme Horizon Europe est un handicap à l'heure actuelle, mais nous pouvons encore et toujours attirer, tant mieux, des chercheuses et chercheurs du monde entier grâce aux infrastructures que nous pouvons leur offrir. Et j'aimerais ici remercier les autorités du canton de Genève qui nous permettent ces infrastructures, mais aussi le fait que nous avons de très bons chercheurs et chercheuses qui sont à l'Université de Genève et qui sont une manière d'attirer ici à Genève les meilleurs au monde. Si l'Université de Genève se situe aujourd'hui au 2e rang de toutes les universités et hautes écoles universitaires de Suisse, juste derrière l'école polytechnique fédérale de Zurich, elle le doit évidemment au soutien de la Cité, je l'ai dit tout à l'heure, au soutien de nos autorités qui a encore été manifesté récemment à travers la discussion que nous avons pu avoir avec le Conseil d'État pour le renouvellement de notre convention d'objectifs, la 5e du genre, et qui s'ouvre évidemment sur des auspices où nous avons pu observer la grande confiance que nos autorités nous accordent, et c'est évidemment extrêmement précieux pour continuer à faire notre travail. J'aimerais ici les remercier très chaleureusement également. Si nous sommes parmi les meilleures universités au monde, c'est finalement parce que notre institution se projette systématiquement vers l'avenir, avec la conviction que si elle n'innove pas, elle périt un peu. Et notre université n'a de cesse d'innover. Elle innove au niveau de l'enseignement, en offrant depuis cette rentrée un nouveau bachelor en sciences computationnelles, décliné en plusieurs orientations, l'une d'entre elles en direction de la biologie, l'autre en sciences de la Terre et de l'environnement. Et vous savez à quel point, aujourd'hui, il est important que nos étudiants puissent s'ouvrir effectivement à cette gestion d'immenses bases de données qui sont indispensables pour faire le travail de biologiste ou de géologue et autres métiers qui s'ouvrent dans la cité. Donc ce bachelor va véritablement combiner de l'informatique avec des disciplines de biologie et d'autres à l'avenir peut-être encore dans le domaine des relations internationales. Elle innove aussi avec un programme qui s'appelle Bootstrap, qui est destiné aux collégiennes spécifiquement du canton de Genève qui aiment l'informatique, qui n'osent peut-être pas l'avouer toujours, mais qui aiment l'informatique, et qui auront la possibilité de venir à l'Université de Genève, suivre des cours déjà, alors qu'elles ne sont qu'en 3e ou 4e année du collège, mais elles vont être intégrées pleinement dans des cours offerts à nos étudiants de 1e ou 2e année. Elle innove également en mettant en place une plateforme en ligne qui s'appelle Make It Easy, qui sera accessible à toute la communauté universitaire,
étudiantes, étudiants, employés et employés, et qui permettra à chacun de faire le bilan de ses compétences numériques et de leur offrir ensuite des solutions pour développer leurs compétences dans la direction de ce qui est attendu, en particulier par le marché du travail. C'est aussi une université évidemment qui se distingue par sa recherche. Si nous sommes 49e, c'est évidemment aussi grandement grâce à toutes les recherches qui sont effectuées à l'Université de Genève. Alors il m'est impossible évidemment de sélectionner une recherche plutôt qu'une autre. Et si je sélectionne une recherche, on me dira après la conférence inaugurale, vous m'avez oublié, j'ai vraiment oublié personne. Alors c'est un peu délicat, mais vous me permettrez quand même de relever en particulier le patient de Genève. Vous l'avez entendu et lu dans les journaux au début de l'été, un patient qui a été guéri de son infection VIH grâce à une transplantation de moelle osseuse qui donne des espoirs potentiellement à toutes les personnes atteintes du sida. Et puis j'aimerais mentionner aussi, j'ai vu que Pascal Peduzzi était dans la salle, donc pardon Pascal de te nommer ainsi, de mettre en lumière, mais je pense que Pascal Peduzzi, qui est à la fois professeur à l'Université de Genève, mais en même temps directeur au GRIT à l'UNEP, qui a pu étudier l'extraction des sables au niveau mondial. Et on ne se rend pas compte à quel point cette extraction d'une ressource naturelle est en train vraiment de changer totalement la biodiversité au fond des océans. Et le chiffre qui est résulté de cette étude grâce à des collectes de bases de données énormes, le pouvoir aussi suivre des bateaux qui font des allers et retours pour pouvoir extraire du sable du fond des océans, Pascal, tu me corrigeras si jamais, 5 à 6 milliards de tonnes par jour. Au début, je me suis dit c'est par année. Eh bien non, c'est 5 à 6 milliards de tonnes par jour. C'est absolument énorme. Par année, flûte. Voilà. Pascal, tu auras pu me le dire. Bon, bref, mais c'est de toute façon complètement énorme. Et voilà, c'est aussi évidemment une atteinte à l'environnement, à la biodiversité. Et si cette recherche a pu être faite, c'est grâce effectivement à la collecte de données, à l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, il faut pouvoir suivre ces bateaux qui font ces allées et venues et pouvoir ensuite en déduire la quantité de sable qui est extraite ainsi du fond des océans. Et puis évidemment, si notre université fait de la recherche de pointe, elle innove également en matière de création d'entreprises qui va créer de la valeur pour l'ensemble de la société, qui va créer aussi de la valeur pour la collectivité qui nous finance. Et j'aimerais ici simplement mentionner le fait que nous sommes très fiers d'avoir pu constater que l'entreprise Amal Therapeutics, spin-off de l'Université de Genève, a été honorée du prix de l'innovation 2023 de l'économie genevoise. Voilà le type de réussite qui nous rend fiers de notre université, parce que notre université a pour vocation de pouvoir rendre à la collectivité ce que la collectivité a pu lui donner. Elle innove aussi en termes d'infrastructure, et vous aurez l'occasion sans doute dans les mois qui viennent de découvrir véritablement ce qu'on appelle le campus 2032 de l'Université de Genève, qui est vraiment un projet très ambitieux, mais vous avez déjà pu observer peut-être dans ce bâtiment qu'il y a eu un aménagement du bâtiment pour le rendre plus convivial, plus attractif pour les étudiants, pour en faire un one-stop pour tous les étudiants en termes des démarches administratives qui doivent effectuer. Je vais m'arrêter ici parce que vous n'êtes pas venu pour entendre le recteur, et vous avez bien raison. Vous êtes venu pour écouter la professeure Clémentine Rossier, mais j'aimerais simplement dire que Clémentine va ce soir aborder une question, et c'est sans doute pour la raison pour laquelle vous êtes aussi nombreuses et nombreux ce soir, une question qui démontre tout simplement que notre université est à l'écoute des préoccupations de la société et que par ses recherches, elle y répond, elle est en dialogue avec la collectivité, elle est en dialogue avec la société, et c'est aussi une de nos vacations. Voilà. Sans plus attendre, je vous souhaite une excellente soirée, et je passe la parole au doyen de la faculté des sciences de la société, Pascal Cherini, qui va présenter notre conférencière de ce soir. Merci beaucoup de votre attention. Merci, monsieur le recteur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le recteur ayant déjà fait les saluts protocolaires d'usage, je passerai directement à l'essentiel. Je suis ravi de vous saluer ce soir, aussi nombreux. C'est vrai que je me posais un peu la question, est-ce que cette thématique va attirer autant de monde ? Eh bien, il semble que ce soit le cas. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter la conférencière de ce soir, la professeure Clémentine Rossier. Évidemment, lui confier cette leçon d'ouverture est un honneur pour elle et pour la faculté des sciences de la société que je représente, mais je crois aussi que c'est une reconnaissance méritée pour l'importance des travaux de Clémentine Rossier et le caractère remarquable de son parcours universitaire. Et j'aimerais commencer par retracer brièvement quelques étapes de ce parcours.
Clémentine Rossier s'est formée initialement à Lausanne et à Paris 4 Sorbonne. Elle a ensuite poursuivi ses études en Californie, à l'université de Berkeley, où elle a obtenu d'abord un master, puis un doctorat en démographie. De 2002 à 2013, elle a occupé un poste de chargée de recherche à l'Institut national démographique de Paris, mais en réalité, ces 10 années à Paris ont surtout été du temps qu'elle a passé au Burkina Faso pour ses recherches. Le Burkina Faso a été un de ses terrains préférés de recherche. Elle a rejoint notre université en 2013 en tant que professeure boursière du Fonds national, et 3 ans plus tard, elle a été nommée par appel au rang de professeur associé dans le cadre du pôle national de recherche LIVES, le Centre suisse d'expertise sur les parcours de vie. Dans ses recherches, Clémentine Rossier s'est intéressée à la santé reproductive dans les pays du Sud global, mais aussi dans les pays européens. Elle s'est spécialisée dans l'étude des comportements sexuels et reproductifs difficiles à mesurer. Elle a ainsi acquis une réputation internationale dans l'analyse de la fécondité et des pratiques de contraception traditionnelles, et elle est même devenue une figure incontournable de la recherche sur l'avortement, en particulier en Afrique subsaharienne. Depuis son retour en Suisse, Clémentine Rossier a élargi son périmètre de recherche en s'intéressant aux liens entre les types d'organisations et de relations familiales d'un côté et la santé des adultes de l'autre. Elle projette d'ajouter une nouvelle corde à son arc en étudiant la résilience des individus face aux changements induits par la transition écologique. J'ajoute que Clémentine a été extrêmement efficace dans la levée de fonds de recherche et également elle a été très prolifique dans ses activités de publication scientifique. Enfin, cerise sur le gâteau, Clémentine Rossier fait également preuve d'un engagement institutionnel sans faille. À titre d'exemple, et pour preuve, elle dirige l'Institut de démographie et socio-économie depuis 2018, sans interruption. Et depuis le début de cette année, elle co-dirige le centre interuniversitaire LIVES, le pôle national de recherche que j'ai cité précédemment, ainsi que le CIGEV, le centre interfacultaire pour les études en gérontologie et parcours de vie. Lorsque j'ai préparé cette petite note, j'ai repensé à une discussion que j'ai eue il y a une vingtaine d'années avec un collègue économiste. J'étais alors professeur à l'IDEAP de Lausanne. Et pour ce collègue, les défis de demain allaient tous soulever, d'une manière ou d'une autre, des enjeux démographiques. C'est pourquoi il soulignait la nécessité d'engager dans notre institut de l'époque, l'IDEAP, un ou une démographe. En tant que spécialiste des finances publiques, ce collègue se préoccupait notamment des questions de vieillissement de la population et des conséquences du vieillissement pour le financement des assurances sociales. Mais je crois qu'on pourrait multiplier les exemples de politiques publiques dans lesquelles aucune action n'est possible sans de solides données démographiques. Pensons par exemple aux politiques de santé, d'éducation, d'immigration, d'aménagement du territoire, de transport ou même de logement. Ce soir, Clémentine a choisi de voir bien plus large et de soulever une question de portée véritablement planétaire, passionnante et fondamentale. La Terre est-elle menacée de surpopulation ? Chère Clémentine, je t'avoue une certaine inquiétude. Je croyais avoir gardé d'un cours sur le catastrophisme que j'avais suivi il y a bien longtemps de cela, la notion que les prédictions de Thomas Malthus s'étaient avérées infondées et erronées. Mais le titre de ta conférence me met le doute. Vas-tu donner raison à Malthus 2 siècles plus tard ? À toi la parole et à toi la réponse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le
15 novembre 2022, la population mondiale atteignait 8 milliards d'humains. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de ce chiffre? Est-ce que 8 milliards, c'est trop? C'est un grand honneur pour moi de vous parler ce soir de ce sujet important et qui me tient à cœur. Mais c'est aussi un exercice délicat parce que vous allez le voir, la question est complexe et aussi les réponses qu'on peut apporter à cette question sont souvent du ressort du politique. J'ai structuré cet exposé en 4 points, donc je vais commencer par vous exposer brièvement ces 4 points avant d'entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais m'intéresser aux projections démographiques. Aujourd'hui, 4 milliards de personnes habitent dans les pays à revenus élevés et dans les pays à revenus moyens supérieurs. 4 autres milliards habitent dans les pays à revenus plus bas. Les Nations Unies projettent une croissance forte de la population d'ici à 2011, plus 2,5 milliards qui seront concentrés dans ces pays à revenus plus bas. Dans les pays riches, en revanche, on s'attend plutôt à une diminution d'ici à la fin du siècle. Ma question, c'est: est-ce que ces projections sont fiables? Quel est le degré d'incertitude autour de ces projections? Est-ce que nous serons vraiment 11 milliards ou à peu près en 2100? Deuxièmement, je vais m'intéresser aux conséquences sur l'environnement de cette forte croissance démographique. Comme vous le savez sans doute, les 50% de la population qui habite dans les pays les plus riches sont responsables aujourd'hui de 80% des émissions de CO2. C'est un indicateur de dégradation environnementale parmi d'autres. Les autres 50% de la population, pour l'instant, ne polluent pas encore beaucoup. Alors, dans une perspective de justice sociale, ces pays-là aussi sont amenés à se développer, ne serait-ce que pour incarner les objectifs du développement durable et satisfaire aux besoins de leur population. Mais les logiques de l'expansion capitaliste vont dans le même sens. Ces pays sont en train de s'enrichir actuellement, du moins une partie de ces populations, la partie la plus riche. Alors si à terme, ces pays-là polluent aussi comme, disons, produisent et consomment comme nous le faisons dans les pays riches, nous serons non plus en dépassement des limites planétaires, mais en explosion des dépassements de limites planétaires. Donc, dans ce contexte, la question que je vais poser est la suivante: est-ce qu'il est possible de subvenir aux besoins humains, de répondre aux besoins humains de 11 milliards de personnes? Et est-ce qu'il est possible de le faire tout en respectant les limites de notre planète? Troisièmement, eh bien, c'est 11 milliards que nous serons peut-être en 2100. En fait, il y a quand même un jeu, vous allez le voir, on sera peut-être moins. Et la grosse variable qui peut tout changer, vous allez le voir, c'est la fécondité. La fécondité elle-même est très liée à quoi? À la promotion de l'égalité de genre, au développement humain de manière un peu plus générale. Et ces dynamiques de fécondité, on va le voir, ont un impact vraiment profond sur le nombre que nous serons, à la fois dans les pays riches et aussi dans les pays émergents. Ici, dans cette troisième partie, je reviendrai sur ces facteurs de la fécondité dans les pays plus pauvres et plus riches. Enfin, j'en arriverai aux politiques reproductives. Alors, ces politiques dans le domaine de la reproduction, ce sont toutes ces politiques qui sont là pour soutenir les femmes, les couples, lorsqu'elles veulent des enfants, pour avoir les familles qu'elles souhaitent, mais aussi pour les aider à éviter ces grossesses qu'elles ne veulent pas. Alors, ces politiques sont tristement célèbres dans les années 60 et 70. Il y a eu des débordements coercitifs qui ont mené justement en 1994 à la conférence du Caire, qui a opéré un changement de paradigme total et qui a inscrit
l'autonomisation des femmes et la protection des droits humains au centre de toute action dans ce domaine. Dorénavant, toute action en matière de reproduction doit viser seulement à promouvoir les femmes, à les protéger des conséquences de la maternité. Ma question est la suivante. Est-ce que vraiment les politiques reproductives aujourd'hui arrivent à réaliser cet idéal? Est-ce que les droits humains sont vraiment respectés aujourd'hui? Après avoir fait ce tour par ces 4 questions-là, on reviendra à la question de départ et j'espère qu'on aura des éléments pour y répondre. Je vais commencer donc avec les projections démographiques. Petit rappel, chaque seconde aujourd'hui dans le monde, il y a, chaque seconde, il y a 4 bébés qui naissent chaque année. Chaque seconde aussi, il y a 4 décès. Mathématiquement, attention, il y a 2 personnes donc supplémentaires chaque seconde sur Terre. Et à la fin de la journée, eh bien, nous sommes 200 000 de plus, soit plus ou moins la population de la ville de Genève, chaque jour. Alors, c'est une croissance quand même assez phénoménale, mais circonscrite historiquement. Vous voyez que les démographes des Nations Unies, leurs mesures, leurs projections, nous disent que cette croissance très rapide donc, va s'inscrire sur environ 100 ans, de 1950 à 2050. En 2050, nous serons à peu près presque 2 milliards de plus. Nous attendrons à peu près les 10 milliards en 2050. Après 2050, les projections sont plus incertaines. Les démographes des Nations Unies prévoient une fourchette entre 9 et 12 milliards. Pourquoi cette croissance très rapide? Pourquoi cette fin de croissance annoncée? Eh bien, c'est une évolution très favorable qui est à l'origine de cette croissance de la population. Et cette évolution, c'est la baisse de la mortalité infantile. Vous voyez à gauche cet équilibre démographique classique qui prévalait autour de 1800 dans les pays du Nord et avant 1950 dans les pays du Sud. Les familles avaient 6 enfants, dont 4 mouraient en bas âge, 2 arrivaient à l'âge adulte, se reproduisaient et on était dans l'équilibre. Quand la mortalité infantile baisse, les intentions, les souhaits d'enfants ne changent pas tout de suite. Il faut attendre un petit moment, 2 décennies, 1 décennie, et nous trouvons dans une situation de déséquilibre. C'est cette situation qui caractérisait le monde dans sa globalité environ en 1960. À cette époque-là, les familles avaient 5 enfants en moyenne, c'est le taux de fécondité de 1960, et seulement 1 enfant mourait en bas âge. Donc 4 arrivaient à l'âge adulte, se reproduisaient à leur tour. Vous voyez le doublement de la population très rapidement. Mais les pays étant en train de se développer économiquement, avec l'expansion de la scolarisation, les parents assez rapidement en fait changent de logique, veulent pousser leur enfant à l'école, investir dans chaque enfant et on converge vers des souhaits d'enfants plus bas. Aujourd'hui, nous sommes dans ce nouvel équilibre presque au niveau mondial. Au niveau mondial, les femmes ont 2,3 enfants en moyenne. Alors ma fille me dit, comment 2,3 c'est possible? Bon. Mais donc certains en ont 2, d'autres en ont 3, etc. Donc 2022, au niveau mondial, vous voyez, on a réalisé une énorme baisse de la fécondité. On était à 5, un peu plus de 5 dans les années 60 encore. À tel point que depuis les années 1990, vous le voyez sur ce graphique, nous avons atteint un plateau de naissance. Donc chaque année, le nombre de naissances est identique. Nous sommes stabilisés à ce niveau-là. Le nombre d'enfants dans le monde aussi est stable. Alors me direz-vous, attendez, je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut avoir chaque année le même nombre de naissances et puis on va encore, me dites-vous, ajouter 2 milliards, 3 milliards? Eh bien, la réponse, en tout cas jusqu'à 2050, est en fait assez simple. Vous voyez ici une pyramide des âges. Donc cette pyramide verte, c'est la pyramide à peu près actuelle. Et donc,
il faut vous imaginer que ces cohortes très larges de bébés nés dans les années 60, 70, hein, dont moi dedans, aujourd'hui on est là à peu près vers la flèche, 50 ans. Eh bien, il faut encore qu'on vieillisse. Et ce vieillissement-là, on va l'effectuer dans les 20, 30 prochaines années. Dans 30 ans, ou bien en 2050, on sera là, sur cette pyramide des âges jaune pâle. Donc vous voyez, c'est pour ça que ces projections sont tellement fiables jusqu'en 2050. Nous sommes déjà là, nous n'avons plus qu'à vieillir. Le vieillissement est plus ou moins inéluctable, ainsi que cet ajout d'environ 2 milliards. OK. Mais après 2050, l'évolution est beaucoup plus incertaine. Et pour me permettre de bien vous expliquer ça, j'ai pris cet exemple parlant de la comparaison entre le Pakistan et le Bangladesh. Alors, ces deux pays sont intéressants, ils sont voisins, très semblables, et aussi, en 1950, ils avaient tous les deux 48 millions d'habitants, vous le voyez ici, ils étaient au même niveau. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le gouvernement du Bangladesh a investi massivement dans la promotion des femmes, les services contraceptifs, mais aussi ces services publics de manière générale. La fécondité a baissé. Elle a baissé vite, et aujourd'hui, en 2022, les femmes au Pakistan ont 2 enfants en moyenne. La trajectoire du Pakistan est aussi, donc il y a aussi une croissance économique et des investissements, mais plus lents. La fécondité a baissé plus lentement. Et au Pakistan, aujourd'hui, on est à 3,5 enfants par femme. Et cette vitesse de la baisse de la fécondité a en fait des conséquences phénoménales sur quoi? Sur la taille de la population à la fin de la période. Donc vous voyez qu'en 2100, on sera probablement 300 millions au Pakistan et seulement 175 millions au Bangladesh. Pourquoi? Eh bien, parce que cet intervalle où la population a explosé a été très court au Bangladesh et par phénomène multiplicatif, eh bien, nous arrivons, c'est le fameux momentum démographique, au final, des petites différences de fécondité aboutissent à des tailles de population 50 ans après très différentes. Je profite pour vous dire que la mortalité n'a pas une très grande influence sur les projections finales. Pourquoi? Parce que même une crise comme le Covid qu'on a eu l'année passée, on a l'impression que les gens mouraient de partout. Bon, taux très élevé. On a perdu peut-être 1 année et demie d'espérance de vie. Et bien, en fait, faut vous imaginer la pyramide qu'on vient de voir. Ça a enlevé un tout petit bout là-haut, un petit pourtour de 1 année. Donc, ce n'est pas grand-chose sur l'ensemble de la population, comme c'est souvent les personnes après 35 ans qui meurent, on n'a pas ces effets multiplicatifs. Donc, vraiment, il nous faudrait des phénomènes comme la peste, qui a éradiqué 1/3 de la population d'Europe pour vraiment influencer les projections de la population. Même le VIH a un petit peu infléchi la courbe, mais pas grand-chose. Je ne dis pas que ça n'a aucun effet du tout, mais il est assez minime par rapport à l'effet massif d'un taux de fécondité même légèrement différent. Dans ce contexte, ces collègues de démographes de Vienne se sont essayés à calculer des projections alternatives de combien on serait en 2100. Ils ont travaillé sur le scénario où, alors ici vous voyez la population africaine, ils ont fait un scénario dans lequel les gouvernements africains investiraient massivement pour l'autonomisation des femmes, la scolarisation, etc., etc. S'ils faisaient ça, la fécondité serait plus basse, déclinerait plus rapidement en Afrique, c'est l'endroit où on a encore des taux assez élevés dans le monde, la population croîtrait moins vite, et au final, dans le monde également, on serait donc moins, on serait 9 milliards. C'est en fait, ils ont actualisé l'hypothèse base des Nations Unies, ils ont montré en fait un peu comment on y arriverait. Eh bien, voilà. Donc, pour répondre à mes questions, est-ce que ces projections sont fiables? Vous avez vu, jusqu'en 2050, oui. Jusqu'en 2100,
il y a quand même un grand jeu. Et en tout cas, si on investissait massivement dans l'autonomisation des femmes et le développement humain en Afrique, on aurait un impact certain sur la population qu'on serait en finale en 2100. Voilà, et donc, on prendra les questions à la fin. Et je vais me poser donc cette deuxième question. Alors finalement, vous me direz qu'on soit 9, qu'on soit 10, 11 ou 12, hein, peu importe finalement. Voilà, est-ce qu'on arrivera à répondre aux besoins de ces populations, de cette population-là, quel que soit son nombre, sans dépasser les limites planétaires. Là, je vous propose de faire un détour par le donut. Le donut a été inventé par une économiste britannique. Elle s'appelle Kate Raworth. Elle propose cet anneau vert, ce donut, qui est un endroit, donc on représente les pays. On aimerait que les pays soient à l'intérieur de ce donut, soient au-dessus d'un plafond social, en ayant réussi à... vous voyez, on a plein d'indicateurs là au milieu. On peut remettre les objectifs du développement durable, toute la population à la nutrition qu'il faut, accès à l'eau, l'électricité, l'éducation. Voilà. On est au-dessus du plafond, au-dessus de la fondation sociale, comme elle dit. Et en même temps, on aimerait que tout ça soit accompli sans aller dépasser les limites planétaires. Et là, elle utilise les différents processus de Rockström. Donc, on a le nitrogène, on a évidemment le CO2, etc., etc. La biodiversité. Donc, un pays donné, on peut le placer sur le donut. On prend des données à la fois sur où il en est au niveau social et où il en est au niveau dépassement. Comment on fait ça? Pour la Suisse, à gauche, vous voyez la Suisse. Eh bien, en prenant disons des minima de standard mondial, la Suisse, en fait, performe très bien. Sa population presque en entier a un niveau d'éducation secondaire, tout le monde mange à sa faim, etc., etc. Donc, on n'a pas beaucoup de rouge à l'intérieur. Quand il y a un déficit, on le marque en rouge. L'intérieur du cercle est blanc. L'extérieur, par contre, vous voyez, ces limites, différentes limites écologiques, sont largement dépassées. Vous voyez énormément de rouge. Alors là, petit clin d'œil aux collègues au département de géographie et en sciences de l'environnement, ici à l'UNIGE, qui justement sont aussi actifs dans la modélisation de ces impacts écologiques divers, dans la création du donut. À droite, je vous ai mis le Vietnam. Donc vous voyez, c'est un pays beaucoup plus pauvre que la Suisse, qui a encore des sacrés défis sociétaux. Il y a certains, besoins qui ne sont pas satisfaits au niveau de sa population, mais c'est aussi une population qui ne pollue vraiment presque pas encore. Vous pouvez voir ici la même chose, mais déclinée dans le temps. Ici, vous voyez le Pérou. En 1992, eh bien, c'était un pays qui avait pas mal de déficits à l'intérieur, beaucoup de rouge. Et à mesure que le pays s'enrichit, vous le voyez, l'intérieur devient de plus en plus blanc ou gris. Le Pérou réussit à étendre ses services publics et à satisfaire les besoins de sa population, mais à quel prix? Eh bien, c'est un pays qui commence aussi à dépasser certaines limites environnementales. Cette corrélation entre enrichissement des pays, développement humain et impact sur l'environnement est, il semble-t-il, très, très étroit. Donc, comment échapper à cette corrélation-là? Eh bien, l'inspiration peut peut-être venir d'un démographe célèbre, Samuel Preston. Samuel Preston, déjà dans les années 70, a travaillé sur la relation entre la richesse des pays. Ici, là, vous allez lire un graphique tous ensemble. Vous allez lire sur l'axe des X, vous voyez le revenu des pays. Et il a regardé également l'espérance de vie qu'il a mis sur l'axe des Y. Chaque point à l'intérieur de ce graphique, eh bien, c'est un pays. Donc, au début,
d'une trajectoire de développement, hein, on a des pays qui sont justement très pauvres et qui ont aussi beaucoup de morts précoces, donc l'espérance de vie est basse. Le pays s'enrichit, hein, meilleure nutrition, les systèmes de santé se développent, énorme gain d'espérance de vie. Vous voyez une montée très rapide. Et puis, c'est là tout l'intérêt pour nous, Samuel Preston a mis en évidence ce point de saturation, c'est-à-dire ce moment où des gains de richesse au niveau du pays n'est pas accompagné par un gain en espérance de vie. Boum, là maintenant on se déplace, mais à droite, tout droit. Tous ces gains de richesse ne sont pas traduits en gains de santé. Vous voyez aussi un autre point intéressant hein, sur ce graphique, c'est le rôle de la technologie. Donc en fait, on a fait figurer les pays dans différentes décennies, 1930, 1960. Et cette courbe que vous voyez, hein, cette courbe qui monte vers le haut, c'est quoi? C'est en fait une technologie qui a changé, un meilleur traitement, voilà, qui fait qu'à un même niveau de richesse, on peut acheter cette année d'espérance de vie à beaucoup moins cher. On a plus de gains de santé avec le même niveau de richesse. On n'a pas besoin de s'enrichir, on va déjà gagner en espérance de vie juste grâce à la technologie. Donc cette idée du point de saturation est évidemment séminale pour nous aujourd'hui aussi. Et là, je vous montre les travaux, alors ça se complexifie, vous voyez, les travaux de chercheurs dont Julia Steinberger, qui est à l'université de Lausanne, et qui ont en fait le même exercice et qui ont cherché les points de saturation, alors non plus seulement pour la santé ou l'espérance de vie, mais ils ont pris tous les indicateurs sociaux du bien-être humain qui étaient à l'intérieur du donut. Et donc, sur l'axe des Y maintenant, ce sont ces différents indicateurs. Ici, pour qu'on voit mieux, je vais vous montrer juste quelques-uns. Donc, vous retrouvez l'espérance de vie au milieu. En haut, vous avez l'accès à l'énergie, le soutien social en bas. Et sur l'axe des X, ils ont mis non pas la richesse des pays, mais les émissions de CO2. Alors, vous savez que c'est très corrélé, hein, c'est presque la même chose. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont trouvé, donc de nouveau les points, c'est des pays. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont trouvé des pays qui sont pratiquement proches du point de saturation pour tous les indicateurs. Alors, ce n'est pas le même pays. Il y a un pays qui arrive à fournir une bonne espérance de vie à sa population en polluant presque pas, ce n'est pas le même pays qui arrive à brancher toute sa population sur l'électricité en étant toujours à des niveaux très bas de pollution. Mais ils ont fait une espèce de prototype de pays où ils ont pris les meilleures pratiques de tous ces pays-là, on va dire, et ils ont modélisé un pays qui arriverait, donc qui satisferait tous ces besoins et voilà, sans polluer encore beaucoup. Ils ont injecté les 11 milliards dans ce modèle et, solution qui est sortie de l'ordinateur, oui, là, on est tout à fait capable de fournir, avec nos pratiques d'aujourd'hui, de satisfaire aux besoins humains sur toutes ces dimensions, sans dépasser les limites planétaires. Il y a des pays qui le font aujourd'hui, chacun un peu dans sa branche, mais on le fait aujourd'hui. Dans certains pays, on pourrait le faire théoriquement. Évidemment, vous avez compris aussi que ça veut dire que les pays riches, nous, la population des pays riches, on devrait consommer et produire seulement jusqu'à juste atteindre ces minima. Donc toute la partie droite de cette courbe qu'on a vue, des courbes de saturation, on devrait l'enlever. Voyez ? Donc il y a vraiment une révolution énorme dans la manière de produire et de consommer qui reste à faire pour qu'on en arrive dans ce modèle théorique. Et là, je vous ai mis ce dessin. On est peut-être beaucoup d'entre nous aujourd'hui un petit peu dans cette situation, hein, parce que ce que la recherche montre aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la solution ne sera sans doute pas individuelle. C'est vraiment c'est le système qu'il faut complètement repenser, revoir, que ce soit le droit, les normes, les systèmes de production, etc. etc. Là, ce n'est pas mon domaine d'expertise, hein, comment on va faire cette révolution-là.
je vous ai mis la page de ma collègue Marlene Saakian, qui est sociologue de la durabilité. Son programme de recherche, justement, porte sur comment vivre bien dans des limites planétaires. Voilà, il y a des gens qui travaillent très fort aussi à l'Université de Genève sur cette révolution qui, on espère, va se mettre en marche. Et moi, je vais revenir sur mes questions plus démographiques, de démographes, et revenir sur ces 11 milliards que je vous ai introduits au début. Je vous ai dit, pas sûr qu'on arrive à 11 milliards. Eh bien, je vous ai aussi dit, je vous ai montré que la fécondité, c'est vraiment la variable clé de la croissance. Donc là, on va un petit peu changer de vitesse et on va se poser la question, c'est quoi les facteurs de la fécondité encore haute dans certains pays? C'est quoi les facteurs de la fécondité basse dans nos pays à nous? Et surtout, on va s'attarder sur ce dernier point, parce que c'est quelque chose qui peut nous préoccuper, nous, dans nos pays. Est-ce que nous ne sommes pas en manque en fécondité trop basse? Alors, encore une petite carte. C'est pour revenir sur ce chiffre aussi que je vous ai donné, de 2,3 enfants dans le monde. Oui, certes, en moyenne, mais comme d'habitude avec les moyennes, ça cache une énorme diversité. Il y a bien des pays en fait qui sont en dessous et d'autres qui sont en dessus. Vous voyez tout ce qui est vert pâle, là, très pâle, on est au-dessous du seuil de remplacement des générations. On est moins que 2 enfants. Voilà. Et alors que dans les pays, surtout à revenus les plus bas, on a encore des moyennes nationales de plus de 5. Vous voyez que l'Afrique subsaharienne, comme je vous le disais, est caractérisée en particulier par ces taux très élevés de fécondité relativement. Un petit détour rapide sur justement cette question de la fécondité encore haute avant qu'on en arrive à notre situation chez nous. Les facteurs de la fécondité élevée ont été étudiés depuis 50 ans. On sait très bien, le facteur numéro 1, c'est l'éducation des femmes. Alors ici, je vous ai mis un travail qu'on a publié l'année passée. On a repris cette question un petit peu différemment et avec des données sur 30 pays d'Afrique subsaharienne, on a identifié les 10% les plus instruites et plus riches aussi, parce que ça va de pair, complètement. Donc, c'est toutes des femmes qui avaient fini l'école secondaire. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, ces femmes-là, justement, on est entre 2 et 3. On est presque à la fin de la transition. Donc, c'est une autre manière de vous dire que le facteur numéro 1 de la baisse de la fécondité, eh bien, c'est le développement, l'éducation des femmes en particulier, ce désir de promouvoir la scolarisation de ses propres enfants, qui est le moteur là derrière. Évidemment, les programmes, les services contraceptifs qu'on peut offrir ont aussi une partie, puisqu'en fait, une fois que la demande est là, eh bien, on peut offrir des méthodes, des moyens pour que les femmes, les couples aient accès et puissent réaliser leurs souhaits. On passe vite, c'est assez classique. Maintenant, la fécondité basse. Alors ça pose certaines questions. Vous voyez, la Géopolis titrait « Effondrement démographique ». Ça, c'était l'année passée. Bon, on aime aussi les titres un peu catastrophiques. Mais c'est vrai que dans ces fameuses projections de la population, il y a 61 pays qui devraient voir leur population diminuer d'ici la fin du siècle. C'est quand même 61 pays. Alors là, sur la carte, vous en voyez quelques-uns où la diminution devrait être particulièrement importante. Chine, Singapour, Corée, certains pays du sud de l'Europe, Italie, et puis certains pays de l'Europe de l'Est. Okay. Alors, qu'est-ce que tous ces pays ont en commun? Une fécondité très basse. Le record mondial, c'est quand même Singapour, 0,9 enfants par femme. Donc fécondité très basse et pas assez d'immigration pour compenser cette perte de naissance. Voilà. Bon, la Suisse,
Alors, en Suisse, effectivement, nous avons aussi une fécondité basse. Nous sommes à 1,5 depuis 50 ans. Sauf l'année passée, ça a baissé brusquement, on ne sait pas pourquoi. Et par contre, on a une immigration positive qui voilà, nous amène à être plutôt en hausse, comme vous le voyez ici. Nous serons 10 millions d'habitants probablement en 2050. Donc là, je vous renvoie vers les travaux de mon collègue Philippe Vanner, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc la Suisse, oui, fait partie des pays à fécondité plutôt basse. Alors vous allez me dire, bon d'accord, mais qu'est-ce qui fait que ces pays-là et pas d'autres? Pourquoi Singapour? Pourquoi la Suisse? Que se passe-t-il? Les facteurs de la fécondité basse, eh bien, de nouveau, on retombe encore une fois sur l'égalité de genre. Alors, un autre graphique, ici, vous voyez, sur l'axe des Y, c'est le taux de fécondité, enfin l'indice conjoncturel de fécondité plutôt, le nombre moyen d'enfants. Ici, sur l'axe des X, un indicateur d'égalité de genre. Ici, c'est l'index de participation politique des femmes. Et que voyez-vous, si vous arrivez à bien lire ce graphique? Toum! Voilà. Plus l'égalité de genre est prononcée dans un pays, et bien plus on a de bébés. Alors, vous allez me dire, ouais, mais juste avant, vous nous avez dit l'inverse, non? En Afrique subsaharienne, c'est pas, les femmes plus instruites avaient moins d'enfants, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? La grande différence, c'est qu'entre les deux, il y a eu l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. Ici, dans cette situation, nous sommes dans tous les pays de l'OCDE qui sont là. Les femmes sont toutes très diplômées. Avant, elles entrent sur le marché de l'emploi, elles travaillent, et l'arrivée des enfants, justement, a un effet crucial. Dans ces pays où les politiques de soutien à l'articulation travail-famille ne sont pas très développées, comme tous les pays plutôt à gauche là, du graphique, dans ces pays-là, eh bien, dans les pays aussi où les pères, futurs pères, ne font moins ou pas une partie du travail familial, eh bien, les femmes, en fait, doivent se retirer de l'emploi au moment de l'arrivée des enfants, en tout cas partiellement. Et donc, elles préparent cette arrivée. Comment? Elles cherchent un partenaire stable, qui gagne bien, puisqu'en fait, elles vont devenir dépendantes de lui pendant 20 ans. Donc, il faut baliser le parcours. Elles aussi, elles essayent d'avancer dans leur carrière, mettre de côté des ressources, des réserves, avancer un peu. Tout ça fait que les conditions idéales, enfin, il y a beaucoup de conditions à remplir. Et finalement, pas mal de gens n'arrivent jamais à remplir ces conditions. Ils voudraient des enfants, la plupart des gens veulent des enfants dans nos pays, mais une chose et l'autre fait que finalement, arrive 45 ans, eh ben non, le partenaire en question ne s'est pas actualisé, etc., etc. Donc, en Suisse, aujourd'hui, vous le savez, nous sommes champions européens du nombre de personnes, alors au 3e rang européen, du nombre d'hommes, du nombre de femmes qui restent sans enfants. Voilà, c'est juste un témoignage de cette difficulté à réunir les conditions nécessaires. Alors, les journalistes adorent ce sujet. Oui, mais enfin, fécondité basse, ce n'est pas peut-être des gens qui voudraient justement ne pas avoir d'enfants du tout. Je vous ai parlé de processus involontaires jusqu'à présent. Eh bien, nous les démographes, nous sommes très attentifs à cette proportion de gens qui veulent rester sans enfants. Les jeunes adultes qui déclarent ne pas vouloir d'enfants, on les suit d'enquête à enquête. Pour l'instant, c'est une proportion faible de personnes, hommes, jeunes adultes, féminins ou masculins, qui ne veulent pas d'enfants. C'est une proportion qui reste stable pour l'instant dans les pays de l'OCDE. C'est toutefois très intéressant d'étudier ces personnes qui veulent rester sans enfants. Et qu'est-ce qu'on observe? Quand on les interroge, on fait des entretiens avec elles, avec eux, on se rend compte que quand même il y a un refus du modèle familial qui s'exprime dans ces personnes. Le couple hétérosexuel, la surcharge de travail maternel,
le stress parental, hein, je ne sais pas, la dette immobilière, le divorce. Il y a certains qui ne trouvent pas ça très attractif. Et donc, voilà. Ce qui change vraiment, c'est que le choix de rester sans enfant, donc le nombre de gens qui sont dans ce choix n'augmente pas pour l'instant, mais c'est un choix de plus en plus toléré. Donc en fait, les conditions commencent à être réunies aussi pour qu'éventuellement ce modèle se diffuse. Et l'effet des crises, alors vous me direz peut-être que cette fécondité basse, l'égalité de genre peut-être, mais enfin quand même peut-être les crises aussi sont quelque chose à voir avec cette fécondité basse. Alors, l'effet des crises, autre gros sujet, très étudié, les crises, dans la plupart des cas, effectivement, perturbent les adultes qui sont sur le point de mettre en route leur grossesse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. On est dans une situation de contraception bien diffusée, les couples attendent. Mais après, ils rattrapent. Donc, si vous avez suivi, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid-19. Hein. Diminution de naissance en 2019, report, rattrapage, ou 2019-2020, rattrapage en 2021. Donc, et la crise climatique peut-être. Peut-être que ces jeunes adultes deviennent de plus en plus, s'inquiètent de la situation environnementale et ne veulent plus faire d'enfants. Là aussi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des recherches qui montrent que c'est devenu un sujet de discussion. Quand monsieur et madame s'asseyent pour planifier la grossesse, quand ils le font, eh bien, aujourd'hui, il y a de plus en plus souvent ces questions et le futur de la planète qui arrivent dans les conversations. Ça, c'est sûr, au niveau discursif, on va dire. Maintenant, dans les pratiques, toujours les démographes suivent dans leurs enquêtes et pour l'instant, on ne voit pas de lien entre attitude pro-environnementale et moindre intention de fécondité. Au contraire, c'est plutôt l'inverse parce que ces parents, en fait, c'est au moment où on se projette comme parents, finalement, que certaines personnes commencent à se demander comment la situation va être dans quelques décennies. Pour l'instant, avec des collègues à l'université de Lausanne, aussi des collègues à Berne, à Zurich, et des collègues ici en sociologie à l'université de Genève, nous sommes en train de rédiger une requête pour le Fonds national. On aimerait faire venir le Generation and Gender Program. C'est une enquête européenne qu'on aimerait faire venir en Suisse, qui justement a un module sur les incertitudes du passage à l'âge adulte, un nouveau module, qui a un module sur l'infertilité, aussi sur les nouvelles manières de faire famille, par exemple avec des amis. Donc tout ça, c'est des sujets d'actualité. Et on espère vraiment que ça va marcher, parce que comme j'espère vous l'avoir montré, la fécondité en fait est très liée non seulement à l'égalité de genre, hein, mais aux évolutions sociétales dans leur ensemble, et un suivi vraiment quand même très régulier de ces dynamiques sont nécessaires. On va aussi s'interroger sur la santé mentale des jeunes adultes. Les choses changent et la fécondité, c'est une variable très sensible qui peut changer aussi, avec des implications sur, évidemment, la population à la fin du siècle, comme je vous l'ai dit. Alors maintenant, dernier point de mon exposé, je vais aborder ces fameuses politiques reproductives. Donc, vous avez compris, hein, maintenant, une politique reproductive, c'est quoi? C'est aider une femme, des individus à éviter les grossesses et aider les couples à avoir les enfants qu'ils souhaitent. Nous, chercheurs, qui observons ces politiques dans le domaine de la reproduction, qui nous interrogeons sur leurs effets sur les comportements des individus, sur les comportements reproductifs, entre autres la fécondité, on voit bien qu'il y a des tensions, il y a des reproductions. Hein. La vocation de ces politiques est d'autonomiser les femmes, mais à quelque part, on voit qu'il y a aussi des endroits, des moments où des manières, l'autonomisation des femmes est également, semble-t-il, pas complètement respectée dans ces programmes. Je vais vous donner un exemple.
Donc ça, c'est un travail où avec une jeune collègue, nous avons regardé les données de European Social Survey. On s'est concentré sur les parents qui ont des jeunes enfants. Et on a regardé voilà, que font ces parents, hein, comment ils travaillent, quelle est leur occupation. Donc dans tout un tas de pays qui sont ici classifiés selon une typologie assez classique qui donc décrit leur service public, leur politique publique. Et on s'est rendu compte, alors depuis quelques décennies, il y a eu quand même vraiment un soutien aux femmes, aux mères qui veulent travailler. Il y a eu tous ces programmes d'articulation travail-famille, ces crèches, ces modes de garde et tout qui se sont mis en place. Très bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, le modèle du dual earner, c'est le 2 temps plein, c'est effectivement diffusé. Là, vous voyez, dans tous les pays aujourd'hui, on a des taux vraiment quand même, la part, c'est des proportions, ça, hein, 100% en bas. Donc, une grosse partie des familles avec jeunes enfants sont dans ce modèle du 2 temps plein. Et alors, vous me direz, ah ben c'est super, donc maintenant les femmes ne sont plus au foyer, elles travaillent, elles gagnent de l'argent, elles ne sont plus dépendantes de leur conjoint comme avant. On a eu des gros gains en matière d'empowerment féminin. Oui, mais quand vous allez regarder de près, ça c'est la suite de l'article, vous regardez l'effet sur la santé. Eh bien, une femme qui est dans ce modèle du dual earner, elle voit sa santé affectée, elle est en moins bonne santé quand elle est dans ces pays méditerranéens conservateurs par rapport à la femme qui serait dans le modèle classique de la femme au foyer ou à temps partiel bas. Donc, il y a une pénalité d'être dans un 2 temps plein pour une mère. Il n'y a aucune pénalité pour les pères, quel que soit le type de politique dans lequel ils se situent. Donc vous voyez, révolution, évolution hein, des relations de genre dans un sens, mais pas inachevée, une révolution inachevée. Regardez ici aussi, moi j'étais très intéressée par cette forme de modèle familial, hein, la femme à temps plein, maman à temps plein, papa à temps partiel. Non, je ne peux pas les étudier, il y en a trop peu, les pourcentages sont bas, vous voyez? Et comparer ça seulement à la situation, donc la ligne juste en dessus, c'est justement ce modèle classique de papa à temps plein, maman à temps partiel, une forme encore très répandue. Donc vous voyez, il reste une certaine égalité et ça pose la question, mais oui, mais où sont ces politiques familiales qui font venir, qui soutiennent le travail familial des hommes? Donc vous sentez cette tension. Autre exemple, la contraception médicale. Beaucoup travaillé sur la contraception. Alors, je pense que vous avez déjà compris la problématique. Voilà. La contraception, vraiment, ça a été un grand pas pour l'empowerment féminin. Hein. Quand on peut planifier sa naissance, le moment de l'arrivée de ses enfants, on peut rester en emploi, on peut rester en formation. Gain énorme dans une trajectoire. Mais les méthodes qui ont été développées, eh bien, elles sont presque toutes féminines. Donc, que se passe-t-il? Et les jeunes chercheuses d'aujourd'hui, les jeunes collègues, qu'est-ce qu'elles mettent en avant? Eh bien, ce travail contraceptif hein, qui retombe sur les femmes. Les hommes ne font rien, comme c'est évident. Autres, évidemment, d'autres collègues ont aussi, évidemment, ont montré que les femmes, ce sont elles qui subissent les effets secondaires des méthodes qui sont justement de plus en plus contestées aujourd'hui. Alors, on nous dit que c'est en développement. Justement, ça remue, la contraception médicale masculine est en développement actuellement. Dernier exemple, c'est l'exemple de la stérilisation. Et vous allez voir ici un autre type de biais qui vient limiter l'autonomie des femmes et des hommes. Donc, à gauche, vous avez la stérilisation féminine en rouge. À droite, vous avez la stérilisation masculine en rose. Donc, vous voyez une énorme différence entre les différents pays. Hein. En République dominicaine, tout en haut, si vous arrivez à lire, eh bien, il y a près de 30%, il y a 30% des femmes qui sont stérilisées. En Suisse, c'est 5%. Et pour la stérilisation masculine, c'est pareil. Alors, la Suisse s'en tire bien en matière de vasectomie. C'est
à peu près 5% des hommes. C'est un de ces pays, un pays qui a une assez bonne tradition en la matière. Alors, comment ça se fait qu'il y ait une telle différence dans la proportion de gens qui utilisent ces méthodes, alors qu'en théorie, selon les principes des programmes reproductifs en matière, qui devraient suivre les droits humains, toutes les méthodes doivent être proposées à tous les clients, toujours. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le biais de prescripteur. Et les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, ils ont vu qu'en fait, ça se joue à l'école de médecine, l'école d'infirmières, d'infirmiers. Les prestataires apprennent certaines méthodes, ils ont la main, il y a certaines méthodes qui sont mieux remboursées aussi. Bref, arrive le client, il y a cette interaction entre client et prestataire, et une certaine méthode est proposée et adoptée. Donc vous voyez, l'idéal de l'autonomie est finalement, dans la pratique, quand même des restreintes, des choix quand même restreints. Donc tout ça pour vous dire que il y a un idéal, mais qu'il y a quand même beaucoup de cas, d'exemples où on voit qu'il y a des limites sur l'autonomisation, l'égalité de genre dans ces programmes reproductifs. Comment concilier ces deux réalités? Moi, ça m'a vraiment chiffonné pendant un moment. Et ici, moi, j'ai trouvé que la perspective du parcours de vie m'a vraiment aidé à concilier ces deux réalités, en fait. Vous savez que je travaille dans cette perspective-là. Et donc, on peut contraster d'un côté... donc, la perspective du parcours de vie s'intéresse aux effets à court terme, elle s'intéresse aux effets à très long terme sur un parcours de vie. Et l'arrivée d'un enfant, c'est un événement choc dans une trajectoire. Elle peut changer toute la suite de la trajectoire. Donc, réussir à aménager l'arrivée des enfants, ça a vraiment des gains forts sur l'empowerment dans une perspective longue. Par contre, sur le court terme, effectivement, utiliser un service de crèche, utiliser une méthode médicale précise, va de pair avec une perte d'autonomie du moment. Vous voyez, ce n'est pas contradictoire. Ça peut très bien se passer les deux. Comme disait justement ma postdoc, la réalité est complexe. Oui, les résultats sont souvent complexes. Voilà, donc j'arrive au terme de cet exposé et je vais essayer de lier les différentes parties pour vous. J'ai deux points principaux que j'aimerais, deux conclusions principales. La première, c'est que la population est en fait plus souvent une conséquence qu'une cause. Vous avez vu par le biais de la fécondité, c'est une cause, la cause principale des variations de population via la fécondité, c'est l'égalité de genre et le développement humain. Ça, c'est sûr. Cet enrichissement des pays, ce développement est aussi par ailleurs responsable malheureusement de ces empreintes sur l'environnement qu'on connaît aussi. Donc, essayer de penser à la population pour résoudre le problème, c'est souvent en fait se tromper de cible. La cause profonde n'est pas là. On a vu que des très grandes populations peuvent polluer très peu. Voilà. Maintenant, deuxièmement, j'aimerais revenir sur ma question de départ. Est-ce que 8 milliards, c'est trop? Alors, cette question-là, en fait, si vous l'écoutez bien, elle est normative. Il y a un jugement de valeur. Est-ce que c'est bien 8 milliards? Est-ce que c'est mal 8 milliards? Bon, là, je schématise vraiment beaucoup. Mais dès qu'on est dans le normatif, on quitte le domaine du scientifique, dans lequel j'étais quand je parlais de cette corrélation entre développement et fécondité. Je vais vers l'éthique. Je vais vers les droits reproductifs. Quand c'est des choix comme ça de valeur, on se tourne vers l'éthique. Et dans ce domaine-là, c'est quoi? C'est ce principe des droits humains, des droits reproductifs qui est la boussole. Donc, de ce point de vue-là, 8 milliards, est-ce que c'est trop ou pas trop? Eh bien, dans une perspective de droits reproductifs, on dira, si votre population, elle veut 8 milliards, nous devons l'aider à avoir 8 milliards. C'est ça la perspective des droits reproductifs. Donc, vous avez bien noté qu'il y a certaines tensions à l'intérieur des droits reproductifs. On les a notées. Ça reste un idéal à parfaire.
Et c'est pas parce que justement, alors il se trouve qu'effectivement, qu'on se situe dans le droit, dans le domaine de l'éthique, pour répondre à la question, on met en œuvre nos programmes, c'est pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Mais ce faisant, j'aimerais quand même souligner, et hop là, on repart dans le domaine du scientifique. Ce faisant, par une espèce d'effet vertueux, n'est-ce pas, vous allez aussi affecter la fécondité, ce qui a finalement des effets sur la stabilisation de la population, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres. Voilà. Donc, et même si on s'inscrit dans ce cadre éthique et général des droits reproductifs, il reste quand même pas mal de jeux. On pourrait adopter tel programme, voilà, on pourrait mettre l'accent sur telle dimension, sur telle autre. Là, maintenant, on va dans le domaine du politique. Quelles sont les actions qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on veut choisir? Quelle est la société qu'on veut? Et là aussi, en fait, c'est... Évidemment, il y a des choix à faire. On quitte encore le domaine du scientifique. C'est des choix de société. Chacun d'entre nous a une position par rapport à ces questions de sexualité, de contraception, de faire des enfants, de ne pas en faire, etc. On se positionne aussi avec nos valeurs, nos choix politiques, nos émotions aussi, qui sont beaucoup liées à nos valeurs. Et donc, c'est avec ces quelques mots que j'aimerais clore ma présentation. Je me réjouis d'échanger avec vous dans la partie suivante. Merci beaucoup Clémentine pour cet exposé extrêmement intéressant et riche. Il nous reste une dizaine de minutes pour des questions. Je vois tout de suite une main qui se lève, donc je profite de vous passer la parole, monsieur devant. Alors merci de poser une question très brève, comme on a peu de temps et pour permettre à plusieurs personnes d'en poser. Je vous remercie pour votre exposé et pour avoir très bien souligné l'articulation entre le scientifique et le politique, c'est-à-dire entre les faits et l'éthique, et d'avoir aussi considéré la part d'action qu'a la fécondité sur l'ensemble de la population. Et donc l'enjeu se joue bien dans un rapport à l'éthique, comme vous le dites. Et dans ce rapport à l'éthique, la question que je posais est assez générale. Faut-il croire en la démocratie, c'est-à-dire en la consultation des peuples, c'est-à-dire en leur éducation, ou faut-il que les démocraties se durcissent et deviennent autoritaires, comme pour la Covid? Très bonne question. Est-ce que tu veux qu'on prenne quelques questions et tu réponds plutôt? D'accord. Ouais. Alors on prend encore 2 ou 3 questions et ensuite on passera la parole à Clémentine. Ici, la deuxième rangée. Oui. Parfait. Alors, déjà pour commencer, je tiens à vous remercier au nom de la salle et au nom de moi-même. Donc, actuellement, nous sommes 8 milliards. Nous serons bientôt 10 d'ici quelques décennies. Cette augmentation de la population, elle est liée à des défis en termes d'exploitation des ressources qui vont continuer à augmenter, j'imagine. Tant au niveau de l'énergie, mais aussi des matières premières, terres rares, lithium, tout plein de ressources. Comment est-ce que l'humanité va pouvoir faire pour surpasser tous ces défis-là, tout en maintenant un niveau de vie, entre guillemets, tel qu'aujourd'hui? Je vous remercie. Merci. Je mets la main parce que j'ai un peu les projecteurs dans les yeux. Ici, en bas, sur ma droite, votre gauche. Voilà.
Merci bien pour votre exposé. Ça rejoint peut-être la question précédente, mais bon, le titre, c'est 8 milliards d'êtres humains, trop peupler la planète. Vous avez parlé de 9, 10, 11 milliards. Et puis, je m'attendais un peu de savoir si finalement la planète peut supporter, je sais pas, 10 millions, 11. Est-ce qu'il y a une période critique où on peut pas aller plus loin, quoi? Ça devient néfaste. C'était ça un peu que je m'attendais, de savoir est-ce que la planète Terre peut supporter 11 millions d'humains. C'était ça ma question principale. Très bien, peut-être tu réponds à ce premier... Oui, merci, vraiment merci. C'est vrai que c'est un peu dommage dans l'exposé, c'est d'un trait, et ça aurait été bien de pouvoir interagir aussi en par petits bouts pour répondre aux questions. Donc là, c'est vrai que c'est une question. Les deux dernières interventions vont un peu dans le même sens. C'est vraiment cette deuxième partie de l'exposé où je vous ai parlé de ces modélisations faites par ses collègues qui donc est la réponse. En fait, je pense qu'elle est vraiment très claire dans ces travaux. Oui, on pourrait très bien subvenir aux besoins de 11 milliards avec nos techniques d'aujourd'hui sans polluer. Voilà, on pourrait le faire, mais c'est au prix d'un changement complet de production et de consommation dans nos pays riches, donc d'une diminution mais drastique de ce qu'on... Alors peut-être aussi on produira, on consommera autrement. Je vous ai dit, il y a des gains de technologie, on compte dessus, mais quand même, sans doute, il y aura... Donc ça, c'est une révolution à quelque part à faire. C'est tout à fait possible, mais... et donc ça pour revenir sur la question du premier intervenant, oui, ben justement, c'est ça un peu la question clé, ce changement systémique qui est devant nous pour qu'on arrive à subvenir aux besoins de 11 milliards de personnes sans dépasser les limites planétaires. Et ben, on en est à se demander comment le faire. Et effectivement, on se tourne vers nos collègues politologues, puisqu'on se demande, mais est-ce que la démocratie vraiment est tout à fait adaptée pour faire face à ce défi? Mais ça, c'est évidemment aussi un avis personnel. C'est une question auquel je ne peux pas répondre, évidemment, n'étant pas politologue. Merci. On peut prendre une deuxième série de questions. Tout au fond de la salle, il y a 3 mains qui se sont levées presque très proches l'une de l'autre. Ça va faciliter le passage du micro. Et bonjour, merci de nouveau pour votre exposé. Ma question est une question méthodologique. Donc, vous avez parlé comment la cause de la fécondité est l'égalité des genres et la promotion de l'éducation des femmes. Donc, je voulais vous demander justement les arguments derrière cette affirmation, jusqu'où je savais l'établissement de la causalité demande de l'expérimentation, et donc j'imagine que c'est très difficile de faire ça en démographie, mais comment on peut passer d'une simple corrélation à vraiment affirmer c'est la cause de la fécondité? Oui, peut-être je peux y aller, oui. Merci pour cette question de méthode. C'est vrai que je pense qu'on est très largement au-dessus d'une simple corrélation. Donc on a des données longitudinales dans ce domaine. On voit en fait justement ces études de parcours de vie. On voit comment la naissance d'un enfant un peu tôt rompt la trajectoire scolaire d'abord, puis des naissances rapprochées ou plus de naissances empêchent les femmes d'avoir un emploi, donc d'accumuler des ressources économiques. Donc en fait, c'est des relations causales quand même très étudiées, décortiquées tout au long du parcours de vie. En fait, c'est vraiment un obstacle, en fait, la venue des enfants. Alors, il y a toujours, comme dirait mon mari, les statistiques, c'est que la moyenne, oui. Il y a toujours des cas exceptionnels où la femme aura 10 enfants et sera très performante sur le marché de l'emploi. Mais en moyenne, un enfant rompt les trajectoires socio-économiques et de scolarité. Merci. Juste derrière, une personne, oui. Bonsoir, merci. J'ai porté la plus grande attention par rapport à tout ce que vous aviez dit. J'aurais pu réagir à peu près toutes les 5 minutes.
je m'étonne tout de même de votre idéal théorique qui est quand même confronté à une réalité qui est absolument dramatique. La plupart des pays émergents qu'on a vus sur la carte et qu'on connaissait de toute façon tous déjà, ils ont envie de vivre avec le même niveau de vie que l'Occident, pour commencer. Si on considère en plus que la religion a énormément d'importance dans la plupart de ces pays, on se demande aussi qu'est-ce qu'on peut attendre lucidement des pays comme le Mali, le Niger, le Nigeria, etc. Et puis, par rapport à ça, ici, il y a peut-être une responsabilité par rapport à la parentalité qui est devenue dominante par l'éducation. Mais en attendant, on ne peut pas souhaiter un monde à 11 milliards d'habitants en se disant « Ah, mais il faut qu'on s'améliore », en sachant qu'on a quand même beaucoup de pays qui se fichent pas mal de la production de CO2 qu'il y a, des changements climatiques auxquels on doit faire face. Et ça, c'est la discussion de salon. Il y a une réalité avec la religion qui rejoint l'éthique, en fait, et qui va ensuite dominer, je dirais, la reproduction des gens. Il ne faut pas rester scientifique uniquement dans son domaine sans tenir compte de la réalité et pas de théorie. Donc votre question, c'est l'effet de oui, la religion solution de sur la l'ONU, fécondité. c'est quoi par rapport à ça? Parce qu'ils ne sont pas optimistes, ce n'est pas des démographes. Il y a... Oui, alors à quel point est-ce que la religion, par exemple, c'est un facteur? En fait, vous voyez, c'est une question qui a été beaucoup étudiée, mais ce n'est pas vraiment un facteur indépendant. En fait, dans ces pays, par exemple, dans des économies encore très agricoles, il y a effectivement des valeurs, une culture qui promeut les grandes familles. Mais cette culture-là, c'est la même religion. Hein, et dès qu'on est en ville, tout à coup, c'est le modèle de 2 enfants qui est valorisé. Donc, en fait, ces valeurs-là, elles changent, elles sont très plastiques. Elles changent, elles sont plutôt un peu à la traîne des changements économiques réels, comme vous dites, concrets. Donc, alors, il ne faut pas sous-estimer, là vous avez tout à fait raison, on retourne dans l'éthique. Hein. Quand vous êtes vous faites des programmes de planification, de santé sexuelle et reproductive ou planification familiale, eh bien, effectivement, c'est avisé, vous êtes dans un pays et vous voulez vraiment agir, la première chose à faire, et on le voit dans les pays qui ont eu du succès dans ce domaine, c'est d'aller engager un pourparler avec les églises, avec le leadership religieux, d'avoir une espèce d'accord tacite pour que ces acteurs-là n'entrent pas en campagne, ne se saisissent pas de ces questions pour faire leur propre promotion, à quelque part. Donc oui, vous avez raison, ça fait partie. Mais c'est un petit peu dans les aspects pragmatiques de comment vous implémentez un programme, en fait. Ouais. Merci. On peut prendre une dernière série de questions. Toutes devant. Salut. C'était juste pour, savoir si tu as montré la courbe de saturation, d'accord? Si on coupe cette saturation, si on coupe toute la partie à droite et donc qu'on récupère idéalement tout le surplus, est-ce qu'il y a une étude qui dit, évidemment théoriquement, à combien on pourrait arriver en termes de population sur la Terre? Peut-être c'est la même question. Est-ce que les ressources de la Terre sont suffisantes pour combien de monde? Est-ce qu'il y a une étude pareille? Très bien. Ce sera peut-être la dernière question parce que je ne vois pas d'autres mains levées. Clémentine, à toi la parole. Il y a une là-bas. Tout au fond, alors on prend cette dernière question. Est-ce que quelqu'un peut amener un micro tout au fond? Le monsieur qui bat des bras. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Et en fait, j'avais un peu lu avant de venir à votre présentation et j'ai vu qu'il y avait d'autres études qui disaient un peu l'inverse, qui disaient qu'avec autant de pays en voie de développement, on arriverait donc à plusieurs pays qui auraient un taux de fécondité qui serait à 2 ou moins.
Et donc quand on atteindrait les 10 milliards, qu'on aurait alors une baisse qui serait même peut-être drastique et qu'on redescendrait peut-être même vers les 600 millions de personnes sur Terre. Et j'ai pas vu ça dans votre présentation, donc je me demandais quel était votre point de vue là-dessus. Oui, merci. Alors oui, c'est vrai qu'on peut imaginer des scénarios où la fécondité baisserait plus. Et là, j'ai essayé de m'attarder un peu sur les facteurs de la fécondité basse parce que je trouve en effet que c'est un sujet très intéressant. Et vous voyez cette explosion qu'on a eue. Je ne vous ai pas expliqué qu'il peut y avoir l'explosion inverse, en fait, l'implosion. Si on vient trop bas, à un moment, gloump, ça peut descendre très très vite. Donc, on n'en est pas du tout là, mais théoriquement, c'est quand même intéressant. Et alors, bon, là déjà, en fait, franchement, à vrai dire, moi qui étudie beaucoup la fécondité en Afrique subsaharienne, même la projection moyenne est assez optimiste. Parce qu'en fait, c'est tellement lié au développement humain. Toute guerre, tout retard, tout conflit, ça ne fait que alourdir, ça fait que freiner en fait ce déclin. Donc déjà les 9 milliards, c'est hyper optimiste. Vous avez vu les démographes de Vienne, c'était vraiment déjà hyper optimiste. Donc oui, mais comme vous le dites, moi je trouve ça très intéressant parce que maintenant, c'est presque... Je voulais aussi faire cette présentation pour vous rappeler qu'on est en croissance. Il y a tellement de gens qui agitent le spectre de la décroissance qu'on oublie qu'on est en fait en pleine croissance. Donc ça, c'était quand même un point, un peu pédagogique que je voulais profiter de cette soirée pour vous rappeler qu'on est en croissance. Une autre question précédente. Oui, en fait, je ne sais pas si les chercheurs ont essayé de modéliser le maximum de population, mais c'est une bonne question. Un autre papier. Merci. On terminera donc sur cette ouverture. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et je vous souhaite une bonne soirée et grand merci à Clémentine. Merci infiniment à Clémentine Rossier, merci Pascal Chiarini. J'aimerais simplement vous remercier de votre présence ce soir et de vous rappeler quelques événements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, prochains mois. Tout d'abord, le Dies Academicus, le vendredi 13 octobre à 10h, où nous aurons l'occasion d'accueillir Madame Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019, ainsi que Madame Agnès Calama, secrétaire générale d'Amnesty International. Et ensuite, le 13 novembre, la soirée de la Fondation Lattice, la remise des prix Lattice, avec une conférence de M. Jean-Marc Jancovici, qui donnera d'ailleurs un peu un relais à la conférence de ce soir, « Quelle Suisse dans un monde neutre en carbone ?» Très bonne soirée à toutes et à tous, et à tout bientôt. Merci beaucoup.